Bonjour et bienvenue dans ce 69e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui cet épisode, nous sommes le 11 septembre 2020. Je suis Denis Voituron, accompagné de Richard et de Christophe, comme pas mal de temps maintenant. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Bien et toi? Ça va bien. Et ces vacances, ça a été? Oui. 2 mois de repos sans podcast, on a fait plein de choses entre-temps aussi. Ouais, non, tout va bien. Et Christophe aussi? Ça a été, oui, très bien. Heureusement qu'il y a eu ce repos parce qu'on n'avait pas arrêté au bout d'un moment. Ouais. Et c'est vrai qu'avec tout ce qui est événements qui se font online maintenant, on est quand même de plus en plus sollicité, il y a de plus en plus de choses, donc c'est plus facile. Mais du coup, ça devient parfois un peu compliqué à devoir gérer tout ça. Bref. Et donc, nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir, pour ceux qui ont la vidéo, ils le voient déjà, de recevoir Sébastien Pertus. Bonjour Sébastien, comment vas-tu? Salut Denis, bonjour à tous. Eh bien, écoute, ça va très bien, je te remercie. Ça va bien. Et les vacances aussi se sont bien passées pour toi? Oui, j'étais au frais dans les montagnes. Ah, ça va alors. Ça, c'est parfois toujours plus agréable aussi. Surtout que... Et c'est vrai qu'après aussi, tout ce qui est télétravail, t'es en plein dedans aussi, je suppose. Hein. Ah oui, moi je télétravaille depuis même avant le confinement. J'avais commencé l'année dernière, mais je me déplace beaucoup. Mais depuis le confinement, je reste à la maison. Voilà, je suis sage à la maison. Les gens de chez Microsoft sont rentrés dans leur bureau de Non, manière pas générale? Non, enfin, c'est compliqué. Disons que tu peux aller au bureau chez nous. Alors pour ceux qui ne savent pas, je travaille chez Microsoft. C'est ce que j'allais dire. Il faut expliquer d'abord que je regarde sur ton profil LinkedIn, tu es actuellement, avant tu étais Technical Evangelist jusqu'en 2017 et depuis tu es Senior Software Engineer. Oui, alors dis-nous ce que tu fais. Oui, c'est vrai qu'il y a certains qui doivent me connaître de la période évangéliste, puisque je faisais beaucoup de conférences. Et maintenant, nous avons donné le bébé à l'équipe des advocates. Et donc, je suis dans une nouvelle équipe qui s'appelle Commercial Software Engineering, CSI, dans lequel on développe pour nos plus gros clients. On les aide à aller dans le cloud globalement. Donc, on travaille sur des projets qui sont uniquement de la mise en prod de grosses infrastructures et grosses usines logicielles, pardon. J'essaie de trouver les mots français, tu vois, c'est compliqué. J'ai toujours les anglicismes qui arrient en premier. Bon, tu peux les utiliser, ça marche aussi. Hein. On traduira si jamais c'est un peu sur le côté exceptionnel. Ouais, donc avec nos gros clients, on fait des projets et vous les faites vous directement ou vous passez par des prestataires pour ça? Je veux dire, c'est juste de l'aspect mise en lancement du projet ou non, c'est vraiment le projet? Alors nous, on est une équipe un peu particulière parce que notre objectif, c'est de monter des équipes avec celles du client. C'est-à-dire que globalement, on fait des projets avec eux, on les aide à prendre les bonnes décisions, on les aide à monter les bonnes infrastructures, les bonnes practices, on va dire, et on les aide à aller jusqu'à une V1, on va dire, ou une V08. Et après, on leur laisse le bébé pour qu'ils puissent continuer. Parce que dans ce genre d'entreprise-là, qui sont des entreprises qui sont très, très grosses, les projets ne prennent pas, tu vois, un mois. Ça prend plusieurs mois, plusieurs années, quoi. Et c'est pas trop lourd à gérer, tout ce qui est organisation, justement, dans ce genre d'entreprise, faire bouger la machine pour que... Si, c'est ça. Parce que je me dis, il y a l'aspect technique peut-être qui doit être intéressante, mais après, tout le non technique, le fonctionnel derrière, à mon avis, ça doit pas être chaud. Hein. Enfin, ça doit être chaud. Oui, tout à fait. Alors, mais après, à contrario, on a des équipes qui sont assez réactives, on va très vite et on met en place des choses assez rapidement. C'est-à-dire qu'on reste rarement plus de 6 mois sur un projet. Quoi. Ah ouais. Et puis même 6 mois, c'est déjà exceptionnel. Quoi. Comment les entreprises arrivent à vous? Pardon, Christophe? Comment les entreprises arrivent à vous? J'imagine pas qu'une entreprise en France, je veux dire Bouygues Énergie et Services, ils arrivent, bonjour, on pense pas appeler Microsoft. Bonjour Microsoft France, j'ai un gros projet, je cherche un chef de projet là-dessus. Il faut savoir que les entreprises qui sont à ce niveau-là, il n'y en a que 500 dans le monde sur lesquelles moi je travaille. Enfin, mon équipe CSE travaille. CSE, on est 800 dans le monde à peu près. Et on a 500 grands comptes qui font partie de ce pool-là. Mais ces 500 comptes-là, c'est historique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu prends l'entreprise X en France,
il n'y a pas 2 personnes qui travaillent dessus. C'est-à-dire qu'il y a depuis des années un pool de 10, 20, 30 personnes qui travaillent sur ce compte-là à C'est plein temps. vraiment des grandes entreprises. Donc là, c'est vraiment le. Oui. Ouais. Et Oui, je en crois qu'ils ont une France, ligne sur les- directe aussi. Hein. Vous avez Oui, un voilà, téléphone il y a un rouge téléphone directement entre les deux et on appelle, ça sonne même pas. Quoi. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui Ouais. prend le téléphone, il décroche. Quoi. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si tu veux, des top 500, il n'y en a pas en France pour moi. Je travaille qu'avec des entreprises qui sont pas françaises. D'accord. Ah oui, les sociétés pour lesquelles tu travailles, c'est même pas des sociétés françaises. Quoi. Non. Non. Ah oui. Voilà, donc Mais- c'est vraiment des très, très grosses infrastructures. Hein. Mais il y Ni en a des en France Belges. quand même. Pardon? Des Belges, oui. Il y en a quand même en France des sociétés de ce type-là, ou c'est parce que Ouais, toi, tu es sur il y ce a- projet-là? ouais. Oui, c'est Ça ça. se compte sur les doigts d'une main, mais ouais, il y en a. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, comme Après, il y a des Richard. très, très grosses entreprises en France sur lesquelles on ne travaille pas, parce qu'elles ont déjà, si tu veux, elles sont déjà arrivées à un niveau de maturité avec le cloud et chez nous, Mhm. qui fait que ça ne nécessite pas notre intervention. Nous, on travaille sur des comptes qui sont très, très gros, mais qui ont ce besoin d'aller Ouais, c'est sur ça. le cloud et qui sont pas en retard, mais qui sont d'une part pas chez Microsoft, et c'est l'objectif de notre équipe, les amener dans notre cloud, Mhm. et d'autre part, qui n'ont peut-être pas aussi la maturité. Donc voilà, il y a aussi, c'est pas parce que c'est pas une très grosse entreprise qu'elle fait pas partie de notre pool, c'est parce qu'elle fait pas, parce que peut-être qu'elle est déjà bien ouais. implantée chez nous. Quoi. Elle est déjà convaincue. Il n'y a plus besoin de la Voilà. convaincre à passer sur le cloud. Ouais. Exactement. Ok. Aujourd'hui, ces entreprises-là elles sont toutes convaincues qu'il faut passer sur le cloud. Après, elles ne savent peut-être pas le faire correctement ou elles l'ont fait avec des compétiteurs qui ne sont pas Mhm. Microsoft. On est là pour ça. Quoi. Ouais. C'est vrai que par rapport à il y a quelques années au niveau du cloud, moi, je sais pas le sentiment que j'ai. Dis-moi si c'est la même chose chez toi. Avant, il fallait expliquer ce que c'était le cloud et les raisons et Oui. l'intérêt. Ici, c'est beaucoup plus simple à ce niveau-là. Je trouve qu'elles sont Ouais, déjà non, convaincues. Après, c'est plus une question de technique ou des petits détails, mais c'est plus simple. c'est quelque chose qui est plus politique aujourd'hui Oui, c'est ça. que de découverte. Quoi. Ouais. C'est plus de l'évangélisme comme on faisait avant. Ok, ben, on va peut-être continuer parce que tu n'es pas a priori parti. Tu n'es pas venu aujourd'hui pour nous parler spécialement du cloud, mais peut-être d'un outil qui te tient particulièrement à cœur, que tu développes, tu me disais, depuis des années, depuis 10-15 ans, et qui permet, si j'ai bien compris, de synchroniser des bases de données. Mais tu vas pouvoir nous en dire un peu plus. Ouais, ben écoute, alors effectivement, alors au départ, c'était un side project, c'est-à-dire globalement, ça me permettait de toucher aux technos et de les tester sur quelque chose de concret, si tu veux. Ouais. Et c'est un framework qui permet de synchroniser des bases de données. Alors pour ceux qui connaissent, on le fait déjà dans du SQL Server avec quelque chose qui fait partie du moteur qui s'appelle la réplication. Mais ça ne permet que de faire de la réplication de bases de données de type SQL Server et SQL Server. Ouais, Ça ouais. marche très bien, mais c'est limité à ça. Et il y a quelques années, une dizaine d'années, Microsoft, à l'époque, j'étais pas encore chez Microsoft, a sorti un framework qui s'appelait le Sync Framework, qui aujourd'hui a été abandonné et obsolète, et qui permettait d'avoir un framework, on va dire, logiciel, et non pas un outil embarqué dans le moteur, qui permettait de développer à l'époque en .NET Framework une synchronisation entre des bases de données SQL Server et SQL CE ou SQL Server Express, ce genre de choses-là. Ouais, c'est ça. Donc ça marchotait à peu près, c'était très compliqué. C'est très compliqué à mettre en œuvre parce que pour faire le Hello World de la synchronisation, il fallait installer je ne sais pas combien de briques logicielles des deux côtés, des assemblées dans tous les sens, il fallait générer du code, il fallait générer du SQL, pardon. Enfin, c'était super compliqué, quoi. Il fallait télécharger un outil qui était une application WinForm qui permettait de générer un fichier Excel. Bon, bref, Ouais, l'enfer. ouais. L'enfer sur Terre, quoi. C'était une belle usine à gaz. Ouais. Tu t'as connu, Richard, ce truc-là? Oui. Ah, J'ai je jamais travaille avec utilisé ça aussi, d'ailleurs, moi. mais J'avais fait des conférences à l'époque là-dessus. Hein. J'avais fait des confs au Tech Days à l'époque. C'était assez marrant, quoi. Bref. Moi, Et je moi, suis j'avais rentré un peu travaillé là-dedans avec par ça hasard. aussi. Je t'interromps, Pardon? j'avais commencé à travailler avec cet outil-là et j'avais Ouais. dû arrêter parce qu'on ne savait pas à l'époque répliquer des morceaux de système. Donc nous, ce qu'on devait Ouais. faire, c'est par exemple sur une grande table, répliquer uniquement, enfin, ou synchroniser uniquement ce qui était intéressant pour un utilisateur. Et là, Ouais. de mémoire, on savait faire l'ensemble de la table, quoi, si je me rappelle D'accord. bien. Et donc, moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'ai vu les défauts de tous les frameworks de synchronisation. Et puis, un jour, ça a été abandonné. Est arrivé Windows 8 avec WinRT à l'époque, qui était le précurseur, on va dire, de ce qu'allait devenir .NET Core. Et comme le framework a été abandonné, plus personne ne pouvait le faire travailler sur des applications UWP à l'époque, enfin WinRT à l'époque. Mhm. Donc mon premier side project a été de reprendre ces briques-là. Elles n'étaient pas en open source, donc j'ai tout rétro-ingénieré
pour récupérer les sources décompilées, mais bon, interprétées, on va dire. Et j'ai tout réécrit from scratch pour que ce soit compatible au moins avec la brique client sur WinRT. Ça a été mon premier projet open source sur GitHub perso, qui était un side project, qui n'était pas juste un Hello World, tu vois. Mais bon, le premier cas, c'est que j'avais toujours la lourdeur, si tu veux, du Sync Framework lui-même, avec toute la génération de code qui était nécessaire. Et moi, je rajoutais en plus une surcouche là-dessus pour pouvoir que ça soit compatible sur WinRT. Ce fait que du coup, je passais ma journée à répondre aux questions sur les issues parce que les mecs n'arrivaient pas à installer, parce que s'ils n'arrivaient pas à générer le code, etc. Donc, ça a été pas une sinécure, ce truc-là. Mais ça a marchoté à l'époque où les gens faisaient des applications WinRT qui voulaient synchroniser du Windows Phone, ce genre de choses-là, quoi. Et justement, pourquoi le type de demande, quel est le type d'intérêt de vouloir synchroniser des bases de données? C'est tout simplement parce que les applications aujourd'hui, surtout dans le domaine du professionnel, elles ont besoin d'avoir. Ce sont souvent des applications business, métiers, qui sont sur des téléphones, ou sur des iPads, ou sur des tablettes Android, et elles ont besoin d'avoir les données qui viennent d'un central, d'un serveur, et ils n'ont pas tous forcément une connexion 4G pour être connectés en permanence. Il faut qu'ils puissent travailler en déconnecté. Donc, ouais, c'est ça. Donc, avoir quoi? C'est n'importe quel type de base de données? Si on a un Oracle, un SQL Server, un SQLite, à l'époque, sur le Sync Framework, à l'époque de ce premier projet, ça ne marchait pas du tout. Ça marchait qu'avec SQL Server, puisque j'étais basé sur le Sync Framework. Et donc, du coup, j'ai un jour décidé de faire table rase quand .NET Standard est sorti. Et je me suis dit, tiens, ça serait cool de faire une librairie qui soit standard et qui marche partout, sur iOS, sur Android via Xamarin et sur .NET Core à l'époque. Et en plus, je me suis mis le défi de dire, puisque ça doit marcher partout et que ça doit marcher sur iOS, il faut que ça marche aussi sur autre chose que SQL Server. Même pas peur. Donc, il y avait un double défi. Il y avait un double défi qui fait que ça marche sur n'importe quel type de base de données relationnelle, sur lequel il y a un provider ADO.NET qui existe, Core, et sur n'importe quel type de runtime qui supporte .NET Standard, c'est-à-dire .NET Core, Xamarin et évidemment .NET Framework. Donc, c'était un petit peu ça l'idée de base au départ. Et j'ai commencé à travailler là-dessus, à essayer d'implémenter ce genre de choses-là en repartant de zéro. J'ai oublié le Sync Framework puisque c'était obsolète et c'était pas du tout à jour et que ça souffrait de beaucoup de lacunes, notamment de features qui n'existaient pas, dont j'avais besoin et que je voulais implémenter. Et donc, je suis reparti de zéro, vraiment. J'ai fait from scratch, new project, go. Et ça m'a pris à peu près, je sais pas, ça m'a pris 1 an et demi à peu près pour le développer, pour avoir une première version, mais sur laquelle j'ai pu implémenter toutes les features que j'aimais. Et notamment celle dont tu as parlé tout à l'heure, qui est de la possibilité de choisir des colonnes et des lignes pour tes clients, et pas tout. Et surtout de pouvoir travailler possible de travailler sur du Xamarin pour pouvoir répliquer, par exemple, sur une base de données SQLite embarquée sur un Android, quoi. C'est ça, oui. La condition, c'est que les 2 DB doivent être de type SQL à ce moment-là, c'est ça? Alors, non, les 2 DB doivent être de type relationnel. C'est-à-dire que ça ne marche pas avec du NoSQL, ça ne marche pas avec du Mongo, ça ne marche pas avec du Cosmos, parce qu'une base de données NoSQL, par défaut, elle n'a pas de schéma. Elle a des documents, enfin, ça dépend de ce que tu prends, mais bon. Donc moi, ça ne marche qu'avec des bases de données relationnelles dont le provider ADO.NET existe. Donc ça marche pour SQL Server, ça marche pour SQLite, ça marche pour MySQL, et depuis la semaine dernière, ça marche sur MariaDB, qui était globalement juste une amélioration de MySQL. Et là, je travaille sur la version Postgre. D'accord. Et s'il y en a qui sont motivés, je veux bien des contributions pour faire la version Oracle, parce que je n'ai pas le temps. Mais ça m'intéresse, parce que moi, j'ai un projet justement pour le moment, sur lequel on va devoir travailler, enfin, j'espère, je croise les doigts, où il y a de l'Oracle d'un côté, et on voudrait tout ça migrer vers du SQL Server. Donc, c'est pas de la migration, là, attention, là, c'est vraiment de la réplication, de la synchronisation. Oui. On va devoir faire ça pendant 1 an. Je parle de migration parce que pendant 1 an, il faudra synchroniser, les 2 systèmes seront là. Donc, c'est ça que je me dis, ça pourrait être intéressant, effectivement. Je vais t'écouter attentivement pour voir la manière de le mettre en place. Et aujourd'hui, il y a, par exemple, donc j'ai des gens qui dans la communauté qui ont commencé à utiliser le framework depuis la version 0.1, on va dire. Et j'ai même des fous qui l'ont mis en production, puisque si tu veux, c'est farci de bugs, évidemment, puisque c'est moi qui le fais tout seul. Donc, c'est forcément buggé à mort. Jusqu'à ce que je commence à faire des tests unitaires et des tests d'intégration, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai une version qui marche. Mais à l'époque, je te parle de ça il y a 1 an et demi. Si tu veux, c'était farci de bug, quoi. C'était juste, encore une fois, c'était un side project. Je voulais juste tester des fonctionnalités, tu vois. Quand .NET Standard est sorti, ça m'a permis d'avoir un prétexte pour tester .NET Standard. Quand .NET Core est sorti, ça m'a donné un prétexte pour tester .NET Core et .NET Standard, etc.
Ouais, Donc, c'est tu vois, au ça. départ, il n'y avait aucune envie d'avoir quelque chose qui parte en production chez n'importe qui, quoi. Et un jour, j'ai un mec qui m'a dit, je l'ai mis en production. Ah ouais, mais bon, mais t'es fou. Je ne sais pas tester. Enfin. Tu Donc vends là, du du coup, j'ai dit, support et écoute, tout. d'accord, Le soit téléphone ne je répond vais passer, plus. voilà, soit je vais passer dans un mode où je vais sortir quelque chose qui est open source, sur lequel il y a un copyright correct, avec une licence MIT, tu vois, et surtout, tu vois, du support, une documentation officielle, des tests unitaires, tu vois, de non-régression, tu vois, de montée de version sans perdre, tu vois, les features de la version précédente, tu vois, avec peu de breaking change. Voilà, j'en suis arrivé à faire ça pendant l'année qui est arrivée. Et donc aujourd'hui, j'ai un framework qui fonctionne et qui est en production et qui marche plutôt pas mal. Et pour te donner une idée, comme tout à l'heure tu disais les besoins, aujourd'hui tu as les pompiers d'Australie, je crois, qui utilisent ce framework parce que eux, quand ils sont sur le terrain et qu'ils doivent éteindre un feu, ils n'ont pas forcément la 4G, si tu veux. Ah ouais. Ah oui. Tu vois? Et puis ça Voilà. doit Quand les ils ont... énerver de ne pas C'est avoir la ça. connexion. Tu es en train d'éteindre un feu, tu vois, tu es assaillé par tous les côtés par la fumée et les gaz. Ah putain, j'ai pas la 4G, c'est quoi ce bordel? Tu vois, c'est pas bon. Surtout qu'ils ont eu du travail, là. Voilà, donc c'est le genre de truc. J'ai Citrix aussi. J'ai appris récemment dans une FAQ de chez eux qu'ils ont migré de Sync Framework vers .NET Sync, qui est donc le nom de mon framework. Mais par hasard, je suis tombé sur une FAQ, le mec dit ouais, on a migré vers .NET Sync. Je dis bon, ben, super, je n'étais pas au courant. Citrix utilise mon framework, donc c'est cool. Ah bah ouais, c'est cool. Donc voilà, j'ai quelques gens qui commencent à l'utiliser en prod, mais bon, Ouais, mais c'est bien. c'est encore une fois, c'est de l'open source. Et ça reste, tu vois, quelque chose que je fais tout seul dans mon coin le soir quand j'ai du temps, quoi. Ouais. Et, ouais, 14 contributeurs, hein, c'est bien. Ouais. Je commence à avoir quelques contributeurs, mais c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment anecdotique, quoi. J'ai un gars qui corrige, tu vois, dans SQLite, j'ai oublié d'implémenter un type et paf, il le rajoute. Il y a 2 fichiers qui ont été modifiés, un mec qui me corrige la doc parce que j'ai un anglais qui est détestable. Enfin, j'ai pas encore de vraies contributions. Pardon? Il n'y a pas de gros contributeurs alors. Non, pas encore. J'ai quelqu'un de l'équipe Entity Framework, donc avec qui j'ai fait le podcast, qui est super intéressé pour faire le provider Postgre, puisqu'il est le mainteneur officiel du driver ADO.NET NPGSQL. Donc, il connaît plutôt bien le moteur. Et donc, j'espère avoir le provider Postgre bientôt, quoi. En pratique, ça marche comment? Qu'est-ce qu'il faut faire, je veux dire, pour le mettre en place? C'est un package NuGet déjà à la base? Ouais. Alors, il s'appelle comment? et donc après, si tu veux, le dernier défi que j'avais à résoudre, au-delà du fait d'être compatible multibase et d'être n'importe quel runtime qui supporte .NET standard, il fallait que ça soit simple à utiliser. Ouais. Et faire quelque chose, un SDK qui est simple à utiliser pour des utilisateurs, derrière, c'est ça qui est très compliqué en fait. Pour te donner une idée, il y a 2 ans, j'étais allé voir David Rousset, que vous connaissez tous, hein, donc qui est mon collègue avec qui je travaille. Qui a fait des podcasts aussi avec nous, si vous ne le connaissez pas, vous irez voir, oui. Voilà, donc, et David, genre de gars, la data, ça l'intéresse pas. Tu vois. Lui, c'est du front, c'est du web, c'est moteur 3D. Tu vois, la data, si tu veux, ça passe un peu à côté, quoi. Et j'ai dit, putain, David, j'ai une super démo, il faut que je te montre ce que j'ai fait et tout. Il me dit, Seb, tu sais quoi? Ton truc, là, s'il faut plus de 5 lignes de code pour faire une synchro Hello World, je l'utiliserai pas. Et si tu veux, moi, il me fallait 2 fichiers, 300 lignes, tu vois, pour que ça marche, tu vois. C'est une grosse feignasse. Donc là, j'ai revu ma copie et j'ai retravaillé pendant 6 mois dessus pour réussir à avoir quelque chose qui soit simple à utiliser. Ben, mine de rien, ça te donne de sacrés défis, si tu veux, en termes d'architecture, pour dire, voilà, j'ai un framework qui permet de faire beaucoup de choses, mais le Hello World, c'est 5 lignes de code. Tu vois, il faut reprendre ce parallèle avec les mecs d'Entity Framework. Ils ont un framework qui fait le café, quoi. Mais mettre en place un DB Context, c'est 5 lignes de code, quoi. Merci. Et bien là, c'était le même principe. C'était le même principe, c'était réussir à faire ça, quoi. Donc ça a été compliqué, mais bon, j'ai travaillé, cravaché, et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Donc les 5 lignes de code, elles sont plutôt simples. Première ligne, tu choisis le provider de ton côté serveur. Donc on va dire, par exemple, tu prends SQL Server. Ouais. La deuxième ligne, c'est de dire le provider côté client. Donc par exemple, le provider, ça peut être SQLite, par exemple. La troisième ligne, c'est les tables que tu veux synchroniser, qui sont donc présentes sur le serveur, parce que ta base de données SQLite n'existe pas encore. La quatrième ligne, c'est de mettre tout ça dans un orchestrateur qu'on appelle un agent.
Et la 5e ligne, c'est d'appeler synchronize A5 et c'est terminé. Donc ça fait 5 lignes de code. Et à la fin, tu as ta base de données qui est créée côté SQLite, toutes les métadatas, l'infrastructure et tout ce dont j'ai besoin, les triggers et compagnie, pour faire marcher la synchronisation correctement. Et après, je fais la synchronisation elle-même, je réplique les données et c'est terminé. J'ai une question, en fait. OK, on va prendre une base quelconque, on va retransformer, remigrer vers une nouvelle base en choisissant ce qu'on veut, d'accord. Mais il y a le mot synchronisation que j'avais certainement mal compris. Mais est-ce que je peux synchroniser une base qui a déjà un contenu? Ah oui. D'accord, oui. Ouais, donc ta base serveur, souvent, elle a déjà des lignes. C'est l'idée, quoi. La base cliente. Alors, la base cliente, tu peux avoir des lignes aussi de base. Si tu peux très bien partir d'une base cliente qui a déjà le schéma, qui doit être exactement le même que celui du serveur, hein, sinon ça ne fonctionne pas, et sur lequel il y a déjà des lignes. C'est pas très grave, ça marche aussi. Mais donc, elle n'est pas obligée. Tu peux très bien avoir une base existante côté serveur. Côté client, tu as une base vide, vierge, il n'y a pas de table, il n'y a rien. Et là, il va se charger de recréer tout le schéma, toutes les tables, Exactement. et tout ce qui se trouve derrière aussi, tout ce qui est procédure stockée, existante, trigger et des choses comme ça. Non, il recrée que la base de données. Donc, si tu veux, je pars du principe que souvent, l'objectif, c'est de synchroniser sur un device, et souvent, c'est du SQLite. C'est ça, ouais. D'accord. Donc, je pars du principe, si tu veux, que si jamais tu as besoin de synchroniser une base de données SQL Server, moi, je recrée les tables, je crée tout ce dont j'ai besoin pour synchroniser. Mais si en plus, dans ta base client, il y avait déjà des procédures stockées, des trucs-là, à ce moment-là, il vaut mieux que tu partes sur une base qui existe déjà. Comme ça, le framework dit, ah tiens, la base existe déjà, tiens, il y a déjà les tables, donc je ne les recrée pas. Je rajoute juste ce dont j'ai besoin pour faire marcher la synchro. Et je peux faire l'inverse, une SQLite vers une SQL Server? Alors, non, parce que alors, tu pourrais techniquement, mais c'est moi qui l'ai bloqué intentionnellement, parce qu'une base de données SQLite, ce n'est pas fait pour être un serveur. Non, mais je prendrais l'outil, ta solution comme un outil qui me permettrait de migrer de manière définitive un fichier SQLite, un .db, sur mon poste, et je le migre, je le pousse vers un SQL Server. Ah oui, d'accord, mais c'est-à-dire que ton SQLite, il est client. Ton SQL Server, il est le serveur. Oui. Voilà, ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas mettre SQLite en tant que serveur. C'est-à-dire que SQLite, si tu veux, la synchronisation, c'est un serveur et plusieurs clients. D'accord. C'est toujours le serveur qui contient toutes les lignes, et les clients, ils ont un extract de ces lignes-là, parce qu'il y a un filtre sur le client ID, par exemple. Oui, c'est ça. Tu peux avoir des milliers, des centaines de milliers de clients, mais tu as toujours au-dessus un serveur qui est le master, quoi. C'est ça, c'est pas comme tu disais tout à l'heure, c'est pas pour faire de la migration de données, c'est vraiment faire de la synchronisation. L'exemple que tu nous montrais tout à l'heure avec les pompiers, c'est typiquement ça. Tu as un serveur et puis tu as 1000 pompiers sur le terrain qui vont récupérer des bases données complètes ou des morceaux de bases données. Tu as aussi des médecins aussi. J'ai eu un projet qui n'a pas abouti parce que les gars sont partis sur autre chose. Parce qu'à l'époque, quand ils l'ont pris, le framework n'était pas encore au niveau où il est aujourd'hui. Mais ils ont des médecins, et les médecins, quand ils sont au fin fond de la campagne, non, c'est des vétérinaires, pardon, excuse-moi. Des vétérinaires, quand ils sont au fin fond de la campagne, si tu veux, avec leur tablette, pour remplir les données des animaux qu'ils soignent, ils n'ont pas la 4G, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ou ils n'ont pas le forfait, ou ils n'ont pas, tu vois, ça, c'est aussi une histoire de sous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont une tablette, ils ont un logiciel qui est embarqué, et puis après, quand ils rentrent à leur bureau, ils retapent tout, parce qu'ils ont tout en local et qu'il n'y a pas de moyen d'envoyer sur le cloud, tu vois, ou peu importe. Et après, donc les gars, ils veulent fournir ce service-là à ces personnes qui ont déjà une base de données, ils ont déjà un outil, ils veulent juste rajouter un truc de synchro qui fait que le mec, quand il rentre le soir, parce qu'il a le Wi-Fi à la maison, il clique sur un bouton et ça envoie les données sur le master. On reprend ton outil à ce moment-là? Pardon? On reprend ton outil à ce moment-là, lors de la synchronisation le soir, par exemple, pour le médecin? Ouais. C'est-à-dire que si je prends un exemple, on va dire sur la table, sur le serveur, on a une table personne où on a l'ensemble du personne de la société. Donc, dans un premier temps, on fait une synchronisation avec son SQLite sur son téléphone. Je pars au feu, je fais des modifications dans cette table personne. Je rajoute des personnes, je modifie des personnes, tout ça, tu le fais sans connexion Internet, puisque tu fais tout ça en local. Donc, en local, j'ai ma nouvelle personne. Là, j'ai rajouté Bill Gates. Et après, le soir, quand je reviens, je retape synchronisation. Et dans ces cas-là, Bill Gates est remonté dans le serveur. C'est ça. Il y a peut-être des problèmes, c'est quand tu effaces Bill Gates. Parce que là, du coup, la synchronisation, elle ne sait pas que tu l'as effacé. Si, justement, c'est ce que j'ai. Alors, tu vois, tu m'as pris les mots de la bouche, Christophe. Ça, c'est la gestion de conflit. Si tu veux,
tout l'intérêt de ce genre de framework-là, c'est qu'il va gérer pour toi toutes ces problématiques-là. C'est-à-dire quand tu effaces une donnée, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle n'existe plus dans ta table. Que tu ne fais pas un shadow, un ghost delete. C'est-à-dire que tu ne mets pas juste un flag en disant ça a été supprimé. Elle n'existe plus, la ligne, dans ta truc. Ouais. Voilà. Donc, il faut gérer ces cas-là. Et puis, il faut aussi gérer les cas où tu rentres le soir et que tu mets à jour la base de données master. Mais entre-temps, il y a quelqu'un d'autre qui a aussi mis la base de données master et qui a mis la même ligne à jour que toi. Et là, il y a un conflit. Qui c'est qui gagne? C'est toi, ou c'est l'ancien, ou c'est avant, ou c'est après? Ou voire même, il y a une opératrice qui est donc la secrétaire, qui elle aussi qui travaille directement sur l'intranet, qui a directement mis à jour la base de données serveur. Donc, tu as 3 personnes qui ont mis à jour la ligne. Et ces 3 personnes-là doivent avoir, à la fin de la synchronisation, la même ligne partout. Parce que si chacun a une ligne différente, ce n'est pas synchronisé. Et donc, comment est-ce qu'on fait? Donc, si tu veux, le principe de ce genre de framework-là, c'est de résoudre tous ces problèmes-là de manière transparente pour toi. Voilà. Et tu fais quoi? Donne-moi la solution, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça dépend beaucoup de choses. Je te reprends l'exemple le plus simple. Pardon. L'exemple le plus simple, c'est l'histoire de la suppression. D'accord? Alors, l'histoire de la suppression, il se résout assez facilement parce que lorsque tu installes le framework qui va créer tout ce qu'il a besoin sur ta base de données SQLite, il va rajouter une table de metadata sur laquelle il va enregistrer les informations dont j'ai besoin. C'est une table avec des lignes. Et chaque fois que tu vas effacer une ligne dans ton outil, moi, je ne touche pas à tes tables. Ça, c'est quelque chose aussi sur lequel il était important pour moi de ne pas toucher tes tables, de ne pas rajouter de GUID, de ne pas rajouter n'importe quoi, parce que ça peut très, très vite faire planter ton logiciel. Donc, ce qui était important, c'était de ne pas... Je t'interromps justement là par rapport à ça. Au niveau serveur, parce que tu parlais, tu rajoutes ici une table de metadata. Qu'est-ce qui est modifié côté serveur? Donc, c'est le même principe. C'est le même principe. Attends, je termine sur cette histoire, puis après je t'explique côté serveur. Ouais. Donc, globalement, si tu veux, côté client, donc pour une base de données SQLite, ce que je vais faire, c'est lorsque tu fais une première initialisation, pour chacune des tables que tu as décidé de répliquer, parce que tu es obligé de toutes les répliquer, je vais rajouter une deuxième table de tracking. Souvent, c'est le même nom de la table, _tracking, sur lequel j'ai juste les informations dont j'ai besoin. D'accord? Donc, il y a des timestamps, il y a des dates de dernière modification, il y a des GUID qui représentent qui a fait la dernière modification, parce que c'est important de le savoir, etc. Des trucs qui sont très binaires, mais qui me servent à moi. Et chaque fois que tu vas supprimer une ligne dans ta table, il y a un trigger que j'ai rajouté sur le delete qui va rajouter une ligne dans cette table de metadata. Ce qui fait que du coup, si tu supprimes une ligne, moi je vais le savoir parce que dans ma table de tracking, j'ai une nouvelle ligne qui va apparaître en disant tiens, cette ligne-là a été supprimée. Et quand je fais une synchro, je récupère les modifications de ta table, puisque celle-là, moi je n'y ai pas accès, plus les lignes de tracking qui me disent attention, celle-là a été modifiée, celle-là a été supprimée, et celle-là a été insérée. Donc après, si tu veux, j'ai une sorte de schéma interne que je connais, qui contient ta ligne plus 3 autres, on va dire plus quelques colonnes supplémentaires, qui me dit si ça a été supprimé, mis à jour ou inséré. Et qui l'a fait surtout, parce que ça aussi c'est important. Et après, côté serveur, eh bien, je récupère ça, et je vais essayer d'insérer, et je vais aussi vérifier que ce soit toujours à jour, c'est-à-dire que tu n'aies pas dépassé une certaine date de péremption, que la mise à jour soit de toi, qu'elle n'ait pas été déjà affectée par quelqu'un d'autre. Parce que si elle a été effectuée par quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'il y a un conflit. C'est-à-dire que tu essaies de mettre à jour une ligne qui a été déjà mise à jour par quelqu'un d'autre entre-temps. Donc on va générer un conflit, etc. Et côté serveur, c'est le même principe. Sauf que côté serveur, j'ai quelques facilités qui sont assez sympas parce que j'utilise du SQL Server ou du MySQL. Alors pas du SQLite, on l'a dit tout à l'heure parce que ce n'est pas fait pour être une base de données serveur. Mais sur MySQL, SQL Server, MariaDB, Postgre et Oracle, j'utilise le même principe avec des triggers et des tables supplémentaires. Ou alors, pour SQL Server, j'utilise le Change Tracking, qui est une feature d'SQL Server. Donc, j'ai un provider spécial qui s'appelle le Change Tracking, qui permet de ne pas rajouter les triggers, de ne pas rajouter les tables supplémentaires, parce que tout ça est fait en interne par le moteur. Et moi, je m'arrange pour que mes triggers, mes tables de tracking soient compatibles avec le Change Tracking d'SQL Server. D'accord ? Ouais, c'est ça. Ce qui fait que du coup, je peux mixer n'importe quoi. Je peux mixer une base de données serveur qui a le change tracking avec une base de données une base de données SQLite qui l'a pas, voire un MySQL, voire un SQL Server sans le change tracking. Je peux vraiment faire n'importe quel mix. Tout peut se croiser. Je peux répliquer une base de données MySQL sur SQLite et je peux aussi répliquer une base de données MySQL sur du SQL Server. Voilà, du coup, puisque tout est SQL compatible et en plus, c'est compatible avec le change tracking dans une certaine mesure. Du coup, je suis complètement libre, et c'était aussi le principe du framework, de pouvoir dire n'importe quelle topologie.
Mon client, c'est un MySQL. Ma tablette, c'est un SQLite. Et le serveur, c'est du SQL Azure. Et alors après, tu peux gérer justement, qu'est-ce qui se passe quand il y a un conflit? J'allais dire, moi j'ai mon pompier là qui est parti au feu et qui a supprimé Bill Gates. Et d'un autre côté, j'ai la secrétaire qui, elle, a modifié les informations sur Bill Gates. Alors là, tu te retrouves avec un conflit qui est assez marrant parce que tu as d'un côté quelqu'un qui a supprimé la ligne et de l'autre côté quelqu'un qui l'a modifié. Et qui gagne. Donc par défaut, si tu touches rien, si tu mets que mes 5 lignes de code là, par défaut, c'est toujours le serveur qui gagne. Donc si jamais sur le serveur la ligne a été modifiée et que le client l'a supprimée, et ben, il va récupérer la ligne modifiée et elle va être réinsérée dans sa base de données locale. Parce que c'est toujours le serveur qui gagne. C'est lui qui a la vérité en fait. On part du principe que le serveur a la vérité. Évidemment, si ça ne te plaît pas, tu peux rajouter une option qui dit non, ce n'est pas le serveur qui a la vérité, c'est le client. C'est-à-dire que là, ça inverse le rôle. C'est-à-dire que si le client a supprimé la ligne et que toi, tu l'as modifiée sur le serveur, eh bien, soit tu dis non, c'est mon pompier, il a raison, on supprime. Okay, et tu peux recapturer cette information. Tu peux capturer cette information, donc style un événement, pour te dire tiens, je vais renvoyer la main à quelqu'un qui va choisir, enfin qui va faire le choix. Voilà. Et après, tu as une dernière option qui est la merge, qui est accomplie par fusion. Sur un événement que tu peux lever, évidemment, toujours pareil, qui dit ben voilà, il y a un conflit, qu'est-ce que je fais? Voilà la ligne qui vient du client, voilà la ligne qui vient du serveur, laquelle gagne? Et c'est toi qui prends la décision. Ouais, c'est ça. Donc tu peux mettre une interface graphique derrière éventuellement pour gérer ça, quoi. Voilà. Et quelqu'un qui s'occupe de ça, ouais. Exactement. Ok. Moi, j'avais une question, c'est l'aspect, entre guillemets, communication entre les deux. Donc, tu as, on va dire, les téléphones qui ont des données, qui doivent les envoyer. Elles partent comment? Il faut quoi entre donc une connexion Internet, je suppose, en général, mais ça passe par quoi? Alors, ça dépend. Donc, en fait, si tu veux, quand tu fais une synchro, là, avec mes 5 lignes de code, c'est sur un réseau TCP, donc c'est en direct. Donc, c'est du direct sur ton serveur avec une chaîne de connexion. Et évidemment, quand tu es sur un portable, tu n'as pas accès au serveur, protégé par ton infrastructure. Et souvent, ce qu'on fait dans ces cas-là, on expose une API, une web API. Ouais. Ce qu'il faut faire, c'est exposer ton serveur vers une web API. Et moi, je fournis un wrapper qui permet d'encapsuler tout ça. Donc, tu crées juste l'API, tu dis, ben voilà, ma base de données, elle est à ce point-là. Voilà le provider pour synchroniser. Et après, moi, je mets en place tout ce qu'il faut pour que l'API puisse communiquer avec n'importe quel client. Et le client, il dit, ben voilà, je n'ai pas accès au serveur en face puisqu'il est bloqué. Par contre, j'ai accès à l'API et voici l'URL. Si tu veux, globalement, tu n'as absolument rien à faire, juste à pouvoir fournir l'URL de l'API. Et l'API, elle a juste besoin de dire, ben voilà, moi, je ne suis pas accessible de l'extérieur, je suis dans une web API, voilà la config, démerde-toi. Donc, j'ai fait aussi ces providers-là pour pas que tu aies besoin d'écrire du code supplémentaire. Et donc, la web API expose donc les tables à synchroniser. Et le langage qui est utilisé, le format qui est utilisé pour faire transiter les données, c'est du JSON. Okay, donc, je prends tout, je le transforme en JSON et après, je l'envoie sur le client. Sauf que j'ai implémenté différentes options qui permettent de changer le serialiseur par défaut. Donc, si ça ne te plaît pas de faire du JSON et que tu préfères avoir du XML, il suffit juste par de la configuration de te dire, ben voilà, je ne veux pas du JSON, je ne veux pas un serialiseur JSON, je veux un serialiseur XML. Donc, un data contract serializer, pour ceux qui font du framework, qui permet de serialiser tes données en format XML pour pouvoir les envoyer sur le client. Je ne sais pas pourquoi tu aurais envie de faire ça, mais tu peux très bien avoir envie. Okay, et après, si le serialiseur n'existe pas, donc tu dis, ben voilà, je veux faire du message pack, par exemple, qui n'existe pas par défaut, ben tu peux le créer. Donc, j'ai un exemple qui dit, ben voilà, je veux changer mon serialiseur par défaut, je veux que ce soit du message pack. Donc, globalement, tu dis, ben, je crée le serialiseur, il y a 2-3 interfaces à implémenter que j'expose. Et une fois que tu as implémenté l'interface, ben, tu dis, voilà, mes clients, ils serialisent en message pack et ils me l'envoient côté serveur et je sais l'interpréter. Donc, vraiment, le protocole de communication par défaut, c'est JSON, il convient à 99% des gens. Mais il y a 1% des gens, Jean-Christophe, qui va me dire, Seb, je ne veux pas du JSON parce que j'aime pas, je veux autre chose. Donc, c'est possible. C'est ça. Et les données qui passent, elles sont, si on les met en JSON, c'est les données, ce que je vais dire, simplement sérialisées. Donc, elles passent. Bon, après, il y a des protocoles HTTPS, mais elles passent en clair, quoi. Donc, alors, c'est une bonne remarque. Donc, j'ai aussi une feature qui permet d'encrypter les données. Donc, il y a un événement qui est levé, qui est juste avant que j'envoie le flux sur le pipe HTTP.
D'accord. Mais vraiment juste avant la construction de la requête POST, vraiment au moment où je vais envoyer ça, eh bien, tu as accès au flux, on va dire le tableau de bytes, parce que là, je suis vraiment à un très bas niveau. Et ce tableau de bytes-là, si tu veux l'encrypter, tu peux. Tu peux le faire, oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et Donc, si après, tu dois synchroniser. côté serveur, ben, j'ai un événement qui est récupéré juste après que ton HTTP context récupère le contenu dans son body, qui est un stream, hein, qui n'est même pas encore lu, hein, il n'a que le pointeur sur le premier octet. Et bien à ce moment-là, avant même de commencer à le lire, tu peux implémenter un désérialisation, enfin un désencrypteur, je ne sais pas comment tu peux appeler ça, qui va décrypter ta donnée. Donc du coup, tu es d'un bout à bout, tu es secure, quoi. Tu es safe. Ouais, c'est ça. Et alors, comment je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a toujours des moyens, si tu veux, pour un développeur acharné de récupérer le flux à un moment donné. Mais pour 99% des gens, ça suffira. Voilà, je peux aller encore plus loin, mais là, il faut que je me rapproche des équipes, tu vois, security, qui ont plus d'expérience que moi sur ce côté-là. Parce que si tu es bon et que tu implémentes et que tu ouvres avec l'outil avec du MSIL, que tu récupères le source code, bref, tu pourrais être capable de récupérer les données. Mais là, ça s'adresse à des développeurs avancés, quoi. Alors moi je pense toujours au moment où ça va mal. J'ai toujours mon pompier là qui a fait beaucoup de modifications et donc le tableau de bytes. Son téléphone a pris feu. Son téléphone a pris feu. Non. En cours de transfert. Je suis désolé, je ne peux pas t'aider. Voilà, c'est ça. En cours de transfert, tu disais que c'est un flux. Est-ce que la synchro se fait au fur et à mesure du flux ou tu attends vraiment qu'il y ait tout qui soit récupéré avant de le synchroniser véritablement côté serveur? Alors, le problème qu'on a dans la synchronisation, c'est que si je fais un hello world avec 3 lignes, ça va marcher, c'est facile. Parce que vraiment, la requête HTTP qui va passer, elle va faire 300 octets. Ouais. Okay, avec les métadatas, le schéma, tout. D'accord. Le problème, c'est quand tu vas commencer à synchroniser des bases de données qui font 300, 400, 500 gigas, plusieurs, tu vois, ça va être compliqué parce que si tu fais qu'une seule requête HTTP, tu vas avoir 500 gigas désérialisé en JSON, tu vas arriver à beaucoup trop pour une requête HTTP. Donc ça, c'est pas possible. Tu vois, tu peux pas dire à un client, il faut que la première fois que je redescende le contenu d'une base de données sur mon client, elle fait, 500 gigas, j'exagère, mais tu vois, je sais pas, 10, 20 gigas. Parce que si jamais tu as besoin de synchroniser une base de données de 500 gigas sur un SQLite sur un portable iOS, il faut qu'on discute avant. Hein. Non, parce que j'en ai quelques-uns qui me disent ça. Ils me disent, ouais, il faut que je synchronise 500 gigas. Je dis, attends, avant de synchroniser 500 gigas, on va peut-être revoir comment la philosophie d'utilisation d'un téléphone portable iOS. Non, mais l'Apple 12 supporte ça. Oui, c'est une feature qui va annoncer. Je ne dis pas qu'il ne supporte pas, je dis que synchroniser 500 gigas, ça va te coûter cher à la fin du mois. Bon, bref. Donc voilà, tu as 10, 20 gigas, c'est déjà des bases de données qui sont énormes à supporter par du SQLite sur un portable. Pas par SQLite, mais par un portable. Mais admettons. Mais tu ne peux pas faire une requête HTTP POST, tu vois, qui contient 10 gigas de données, ce n'est pas possible. Donc en fait, ce que fait le framework, c'est que par défaut, tu peux lui dire, ben voilà, je veux que tu fasses des batchs. C'est-à-dire que globalement, tu vas me faire des batchs de 2 mégas, ce qui va permettre non seulement que ton client ne frise pas, parce qu'il y a toujours quelque chose qui va arriver, et lui, il va récupérer les deux par 2 mégas par 2 mégas, des fichiers qui viennent du serveur, qui va te les envoyer. Il va les stocker en local. Alors encore une fois, tout est crypté si jamais tu en as besoin, pour que les gens ne puissent pas ouvrir ces fichiers-là en lecture. Donc tu vas les stocker en local, et une fois que c'est stocké en local, le moteur va les lire et va les insérer dans ta base. Ce qui va te permettre globalement de ne pas avoir ces requêtes qui vont partir en timeout, si tu veux. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Et si tu veux, et tout ça évidemment est transactionnel, c'est-à-dire que du moment où il commence à lire les données, il va ouvrir une transaction, il va les insérer. Ça va prendre du temps parce qu'insérer mine de rien 2 gigas de données dans une base en étant transactionnel, ça va prendre du temps. Mais au moins tu as un feedback à l'utilisateur qui dit voilà, j'ai inséré 1000 lignes, 2000 lignes, 3000 lignes, 4000 lignes, 100 000 lignes, et puis à la fin, c'est la transaction est committée. Et côté pareil serveur, évidemment. Donc du coup, si tu veux, même si jamais tu as un problème parce que tu récupères 3 gigas de données et que tu n'as pas réussi parce que ta connexion a coupé, comme tout est transactionnel, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que soit j'y arrive, soit j'y arrive pas, quoi. Et côté serveur, c'est pareil. S'il reçoit des données, il essaye de les insérer, de mettre à jour, de générer les conflits, etc. Mais si à un moment donné, ça coupe, la transaction est rollbackée. Donc tu ne peux pas avoir de désynchronisation à cause d'un problème réseau.
réseau et de transport. Voilà, donc en fait, si tu veux, j'ai des garde-fous, si tu veux, des tests unitaires, enfin, des tests fonctionnels chez moi, qui me garantissent que j'ai que 2 transactions qui ne peuvent arriver. Une transaction de lecture, une transaction d'écriture. Voilà, c'est les 2 seules transactions que j'ai côté serveur et côté client. Parce que côté serveur et côté client, c'est le même framework qui tourne. Ça aussi, c'était quelque chose d'important pour pas que je m'embête à maintenir plusieurs versions, une pour le serveur et une pour les clients. C'est le même binaire qui tourne côté serveur et côté client. Voire même, je vais plus loin, c'est les mêmes procédures stockées, les mêmes fonctions, les mêmes triggers qui tournent côté client et côté serveur. Voilà, donc du coup, je suis assuré d'avoir une parité, si tu veux, de fonctionnalité côté client et côté serveur. Mais donc sur le serveur, il y a quand même, on en revenait tantôt, quand même la création, il y a quand même une modification de la base de données. Tu crées des triggers, tu crées une table ou 2 tables de metadata, quoi. Alors, effectivement, si tu prends la version, on va dire, pure SQL, c'est-à-dire où je n'utilise que des commandes SQL en C de base, qui sont compatibles avec tous les moteurs qui se veulent SQL compatibles, pardon. Je rajoute des choses qui ne sont pas donc spécifiques au moteur cible. C'est-à-dire que je rajoute des triggers, parce que tout le monde, pour supporter triggers quand tu es SQL, je ne sais plus quelle version. Tout le monde a des tables, tu peux créer des tables supplémentaires, et je travaille en mémoire, je ne fais pas de procédure stockée. C'est ça. Ok, donc effectivement, c'est intrusif pour ta base de données parce que je rajoute des tables et je rajoute des triggers. Ça, c'est sûr. Et ils ont quoi? C'est les identifier. Elles ont un nom ou quelque chose. Elles ont tout un nom ou un préfixe pour pouvoir les retrouver si jamais on veut les retrouver, quoi. Et évidemment, comme tout ça est configurable, tu peux choisir le nom des préfixes et suffixes de ces tables-là. Ah, si underscore tracking, ça ne te plaît pas, qui est donc la version, qui est donc le nom par défaut, tu peux changer en disant, ben voilà, je veux que le suffixe soit TR et qu'il n'y ait pas de préfixe. Oui, c'est ça. Ouais. Okay. Et on pourrait imaginer un scénario sur une app web qui est connectée directement sur une Web API SQL Server pour la transformer en PWA, donc forcément, pas forcément, et du coup la mettre en offline, et utiliser ton outil pour donc du coup récupérer une base au niveau web. Je ne sais pas ce que c'est les bases quand on est en web, je ne sais pas du tout ma compétence. Alors c'est ça le souci, c'est qu'aujourd'hui les bases web ça n'existe pas. Tu n'as que IndexDB qui est une base web. Ouais, mais il y a un truc là, bon, peu importe. Récupérer en offline et se resynchroniser, donc remettre le réseau. La seule chose qui est possible aujourd'hui, Christophe, là-dessus, c'est quand tu es en full web et que tu es en PWA, tu n'as pas accès au .NET Framework, au .NET Core, tu vois, parce que moi, c'est une librairie dans le standard. Donc, il faudrait que je la transforme en une librairie JavaScript. Ouais, avec Blazor. J'ai un projet TypeScript, mais ça, j'ai pas envie de m'embarquer là-dedans aujourd'hui. En WebAssembly. Sauf que si tu fais du WASM et que tu fais du Blazor, donc tu as support dans le standard, et tu peux embarquer une base SQLite dans du Blazor, me semble-t-il. Donc, j'ai jamais testé. Mais c'est intéressant, ça, tu vois, parce que j'ai la problématique à l'heure actuelle. Donc, une app. Alors, actuellement, on a Blazor Server, mais je peux imaginer que je la transforme en Blazor WebAssembly, c'est très facile. Mais du coup, je voudrais pouvoir profiter d'un offline et puis de synchroniser. Ouais. Alors, ça, c'est un de mes prochains objectifs de test. Parce que j'ai pas encore, tu vois, eu le temps de rentrer trop dans Blazor et WASM pour l'instant, et WebAssembly, pardon. Donc ça, c'est un de mes prochains tests à faire, et je pense que c'est faisable. J'en ai discuté justement avec l'équipe Entity Framework, là, et qui ont l'air assez sereins sur le fait que c'est possible. Bah, on va te mettre en contact avec une personne qui travaille dans le domaine pour le moment. Il a une casquette blanche, là, pour le moment, avec le logo. J'ai souvent un podcast, donc je sais que Christophe travaille sur Blazor. Ouais, je travaille donc c'est quelque chose que j'aimerais bien tester. Il y a sûrement des adaptations à faire, quelques-unes, tu vois, à la marge. Ça devrait tester. Ouais. Et juste pour revenir sur une dernière chose sur le... Ton framework est .NET standard, hein? Oui, il est standard. Oui. Et il n'est pas dépendant d'autre chose. Non. Et vraiment, je n'ai que des assemblées .NET standard 2.0. Ouais, c'est ça. Et juste pour revenir sur une dernière chose sur l'intrusivité du framework, comme on disait tout à l'heure, le provider qui utilise le change tracking, lui n'utilise que des features du change tracking et il rajoute absolument rien puisque c'est fait par le moteur. Donc quand tu utilises le change tracking sur une base MySQL Server, donc côté serveur ou côté client, si tu utilises cette feature-là, il n'y a absolument rien qui est rajouté. Pas de trigger et pas de table supplémentaire. C'est beaucoup moins intrusif. Par contre, je crée pléthore de procédures stockées, mais c'est pas ça qui fait ralentir quoi que ce soit. Et tu as une fonction point clear. Oui, c'est pas point clear, c'est point deprovision, mais qui permet de déprovisionner toute une base de données.
D'accord, c'est bien. Et quand tu déprovisionnes, tu choisis ce que tu veux déprovisionner d'ailleurs. Tu peux dire je veux déprovisionner que les triggers, que les procédures stockées, que les tables. Bon, peu importe. Ton outil est super, il est vraiment formidable parce que c'est vrai qu'on voit vite des scénarios où on doit travailler, on est dans la Creuse, on est pompier, on est médecin, on est où tu veux. Mais comment ils faisaient avant? C'est une bonne question. Il y a 2-3 trucs qui existent, mais voilà, Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que en fait, les gens font pas. C'est-à-dire que globalement, ils ont pas pensé ou pas l'idée. Puis quand tu leur en parles, tu dis putain, mais il faut absolument que je le fasse parce que c'est exactement ça dont j'ai besoin. Et voilà. Quand tu prends SQL Server, si tu prends SQL Server, tu en as parlé, il y a la réplication. Mais dans la réplication, une des contraintes, c'est que la donnée, l'identifiant d'une ligne doit être unique, mais avec un GUD, un unique identifieur. Quoi. Surtout, la contrainte que tu as, c'est que ça ne marche que sur SQL Server. Et que SQL Server, Ça marchait à l'époque sur SQL Server CE, mais SQL Server CE n'est plus maintenu et n'est pas compatible avec Xamarin, par exemple. À une époque, tu en avais parlé et tu imposais, parce qu'a priori, tu n'avais pas encore fait des trucs, qu'il fallait absolument que nos tables aient un GUID comme identifiant unique. Non, ça, c'est la réplication par fusion qui imposait ça à l'époque. Ah, d'accord, pardon. Oui. Chez toi, c'est pas le cas. Chez toi, n'importe quelle clé, ou même s'il n'y a pas de primary key, à la limite, ça ne te dérange pas non plus. Ou tu dois avoir c'est obligatoire. Il me faut une primary key parce que quand je traque les changements, si je n'ai pas de clé primaire, ça ne peut pas marcher. Oui, c'est vrai. C'est plus compliqué pour retrouver l'identifiant. Aujourd'hui, si tu as une table qui n'a pas de primary key, tu m'appelles et on en discute. Non, je passe à des tables de liaison. Nous, ça nous arrive de temps en temps. Ça a des primary keys. Elles sont doubles, mais elles existent. Donc, est-ce que tu as un check-up au départ, voilà, parce que tu dis, est-ce que tu analyses un petit peu la table en disant, attention, là, je ne peux pas aller plus loin pour l'instant. Ouais, d'accord. Ouais. En fait, le souci que j'ai aussi par les défis que je me suis imposés, c'est qu'il faut que je sois compatible avec n'importe quelle base de données. Ce qui fait que du coup, j'ai des types un peu hétéroclites qui existent dans chacune des bases de données que je ne peux pas répliquer. Tu vois, par exemple, je te parle du type géométrie dans SQL Server, je ne suis pas capable de le récupérer dans SQLite. Donc, ce que je vérifie, c'est que tous les types que tu utilises dans ta table soient compatibles avec la base de données destination. Okay. Et comme je ne connais pas la base de données de destination, j'ai fait un qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que je dis, voilà, si tu utilises tel type, comme je ne sais pas quelle est la base de données que tu vas avoir en face, je ne te l'autorise pas. Mais on peut avoir une base de données déjà existante. Je veux dire, le schéma de la DB peut être déjà existant. Oui. Après, pour répliquer, c'est là que ça devient un peu plus compliqué, quoi, pour moi. Et est-ce que tu peux avoir, là on en a parlé un petit peu au début, ces histoires de filtrage. J'imagine que tu as la possibilité d'avoir une sorte d'événement. Et ça revient un petit peu à ce qu'on disait là, par exemple, avec les types qui ne sont pas connus. Est-ce qu'il y a une possibilité sur certaines colonnes de faire une sorte de transformation pour que ce soit compatible, genre une sorte de converteur comme en XAML, qui est avec un convert back et un convert tout court, quoi. Exactement. Donc il y a des converteurs. Donc encore une fois, ça permet de convertir. Alors, c'est plutôt pour convertir une donnée d'un type à un autre. Tu vois, j'ai beaucoup de gens qui ont des problématiques avec les dates. Ou les booléens. Ou les booléens. Et si tu veux, j'ai un converteur qui dit, voilà, je récupère cette valeur-là, comment est-ce que tu vas la convertir avant que moi je la traite? Ce n'est pas un converteur d'une colonne à une autre, c'est un converteur de type à type. Et après, j'ai des filtres aussi, donc horizontaux et verticaux. Donc le filtre vertical, c'est de dire, je veux telle colonne et pas l'autre. Tu vois, par exemple, tu as des tables où tu as des grosses fichiers vers binary dont on n'a pas besoin d'avoir sur le client. Donc tu dis, voilà, je veux toutes les colonnes sauf celle-là. Et après, ça se fait via config ou via code? Via config, ouais. Via config. Et là, la config n'est que code. Il y a 0 fichier de configuration. C'est que du code. C'est ça, ouais. Ah oui, c'était aussi un truc. Je ne voulais absolument pas de fichier de configuration. Le fichier de configuration, tu le stockes où tu veux, mais ce qui va permettre de configurer le framework, c'est le code que tu vas écrire. Ouais, ton code peut récupérer les données dans un fichier de configuration, mais ça te concerne toi. C'est comme ça que toi, tu l'as. Et après, donc, pour revenir aux histoires de filtres, j'ai aussi des filtres horizontaux qui permettent de dire, voilà, je veux que sur le device iOS de mon gars, il n'y ait que les factures et les clients qui le concernent. Donc, where customer ID, ou where client ID, ou where employee ID égale. Et ce filtre-là, tu le construis, ça va me permettre de générer toutes les procédures stockées et les appels clients nécessaires pour justement faire ce filtre. Comment tu identifies tes utilisateurs, les clients en fait? Parce que s'ils sont plusieurs qui vont récupérer une base de données, voilà, on a 5-6 pompiers, comment tu identifies chacun d'eux? Alors, il y a une table supplémentaire qui est créée, comme je disais tout à l'heure, qui contient juste un GUID, qui est celui du client, qui est envoyé au serveur. Mais en même temps, si tu veux, le serveur, il a aussi une table pour répertorier ça, mais si tu veux, ce qu'il y a de bien, c'est que le serveur, il est agnostique au client. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de maintenir des données pour qu'un client puisse se connecter. En fait, tout est fait
alors ça c'est une des dernières nouveautés qui est arrivée dans la dernière version, tout est fait côté client. C'est-à-dire que le serveur n'a aucune, si tu veux, c'est un serveur RESTful si tu veux. Il n'a pas de session, il n'a pas besoin de retenir qui vient se synchroniser. C'est le client qui a les informations. Donc le client, quand il se synchronise, il envoie son nom, il envoie son identifiant, il envoie la dernière fois qu'il s'est connecté, et il envoie aussi la dernière fois que le serveur l'a reconnu en tant que connecté. Mais son Parce nom, que le c'est timestamp d'un serveur, or son nom c'est un GUID, mais peu importe. Oui. Et le timestamp d'un serveur n'est pas le même qu'un d'un serveur SQL, n'est pas le même qu'un timestamp de MySQL. Donc il y a ça Et aussi. tu vois, Richard, c'est ce qu'on disait finalement. Hein. Tu as peut-être raison, les GUID sont uniques quand même. Ah, mais Richard, tu peux comprendre. Ouais. Et donc voilà, donc je ne sais plus ce que je disais, mais bon, voilà, c'est le client qui gère sa synchro et si tu veux, voilà, c'est lui qui est maître de sa propre synchro. Ce qui fait que du coup, si jamais ta base de données SQL Server, elle pète pour une raison ou une autre, que tu dois restaurer la base d'hier, ben, c'est pas grave parce que de toute façon, toutes les métadonnées qui ont eu lieu entre hier et avant-hier, entre hier et aujourd'hui, pardon, eh bien, elles ne sont pas utiles à ton serveur pour redémarrer. C'est ton client qui, lui, a l'information dont il a besoin. Ouais, c'est ça. Et si tu veux savoir, avoir une sorte de trace de qui s'est connecté, ça, tu dois le gérer toi-même, du coup. Tu dois savoir au moment Du où coup, tu si connectes, jamais tu veux savoir qui s'est connecté, j'ai quand même sur le serveur une petite table d'historique qui peut me dire, voilà, lui, il est venu à telle heure, il a synchronisé tant de lignes, ça a pris tant de temps serveur, et ça s'est fini à telle heure. Mais c'est juste vraiment, moi, je l'utilise pas. C'est pas quelque chose qui va me permettre de, tu peux la supprimer, cette table, voilà, ou supprimer son contenu, en tout cas. Moi, je l'utilise pas. C'est juste pour on va dire, pour l'administrateur qui puisse avoir une liste avec des GUID qui correspondent au client, quoi. Et justement, en termes de table qui garde des traces comme ça, tu disais, s'il y a des modifications ou des suppressions de données, toi, il y a logiquement un trigger qui va s'enclencher pour dire telle donnée a été modifiée, donc pour savoir ce qu'il faut synchroniser, c'est ça? Ouais, Mais cette table-là, elle va grossir au bout de 2 ans, elle va faire 25 il y gigas. a des bonnes questions dans cette session. Ouais, alors c'est ce qu'on appelle le clean-up des métadatas. C'est-à-dire que globalement, sur le serveur, effectivement, quand tu as des lignes qui sont supprimées, elles vont être insérées dans cette table supplémentaire. Ouais. Et quand tous les clients ont supprimé la ligne, il n'y a pas besoin de la garder dans cette table de métadata. Tu es d'accord avec moi? Oui. Mais il faut savoir que tous les clients les ont récupérés. Mais il faut savoir que tous les clients les ont récupérés, effectivement. Donc, côté client, c'est facile. Parce que moi, une fois que mon client est synchronisé, vu qu'il est tout seul, je peux supprimer les lignes de cette table de métadata, il n'y a pas de problème. Oui. Donc, à la fin d'une synchronisation qui est réussie côté client, je clean. Encore une fois, c'est soumis à l'option vrai ou faux que tu as positionné. Je clean toutes ces lignes-là pour avoir des tables de tracking qui soient vides. Parce que côté client, c'est facile. Côté serveur, c'est plus compliqué parce que je ne sais pas combien de clients se sont synchronisés et je ne sais pas s'il y en a d'autres qui doivent arriver. Donc, en fait, je garde ces tables-là et il y a une méthode que tu peux appeler, qui est donc une méthode qui permet de cleaner les métadatas, qui va récupérer dans l'ensemble de tous les clients qui se sont déjà connectés, va prendre celui qui s'est connecté en dernier, pardon, pas en dernier, en premier, le plus ancien, et qui dit, voilà, le plus ancien, c'était il y a 4 jours, et bien, je supprime toutes les métadatas qui ont plus de 4 jours. Parce que j'estime que tout le monde s'est connecté, que le plus ancien, c'est lui. On a une notion d'obsolescence de synchro. Oui. Et donc, il se peut très bien que tu aies un mec, donc je suppose que je supprime toutes les données qui soient supérieures à 4 jours, parce que j'ai fait cet algorithme très très simple qui dit, je supprime toutes les métadonnées qui sont supérieures au premier gars au plus ancien. Mais il y a un mec qui n'était pas dans l'étape d'historique, pour quelque raison que ce soit, qui ne s'est pas synchronisé depuis 1 an. Il est mort. Donc lui, quand il va arriver, il dit, tiens, je me synchronise, toutes les métadonnées qui me permettent de dire celle-là, il faut la supprimer, celle-là, il faut la mettre à jour par rapport à sa version à lui, sont plus dispo. Donc le mec, il est out of synchronisation, il est out of date. Okay. Il ne peut pas synchroniser parce que de toute façon, j'ai pas les informations côté serveur pour lui renvoyer les bonnes lignes. Okay. Donc lui, il est dans le caca. Voilà. Et tu fais quoi? À peu près. Il faut resynchroniser sa base, quoi. Enfin, faut repousser. Donc là, il y a le framework le gère. Donc côté serveur, lui il va dire, je suis désolé, gars, t'es trop vieux, quoi. Voilà, donc lui, il s'en fout le serveur puisque lui, ça ne change pas sa vie, sauf qu'il arrête là la synchro, il lui envoie l'information en disant, mais voilà, t'es out of date depuis tel jour. Le framework récupère ces trucs-là et va te lever un événement en te disant, ben voilà, tu es out of date, qu'est-ce qu'on fait? Donc si tu fais rien ne se passe, tu as une exception qui est levée et la synchro s'arrête. Donc toi, en tant que développeur, tu vas rajouter un événement là-dessus qui dit, si jamais je suis out of date, j'ai 3 options. La première, je fais rien. La deuxième,
je réinitialise toute la base. Donc, c'est une option qui dit, ben voilà, tu écrases tout, tu recommences tout. Donc, tout ce que tu as fait, tu le supprimes. Enfin, la base de données locale, tu supprimes tout ce qu'il y a dans les tables et tu récupères tout depuis le serveur. Donc, en fait, il fait un réinitialize. Mais il perd les modifs éventuels locales qu'il a fait sur son téléphone. Ouais. Et donc, la troisième option, qui est donc le Reinitialize with Upload, qui est donc celle qui dit, bon, OK, effectivement, je suis un peu à la bourre, mais j'ai quand même inséré 2-3 trucs qui pourraient potentiellement t'intéresser. Potentiellement. Donc là, je veux bien faire un Reinitialize, mais avec en premier un upload de mes modifications. Et côté serveur, il dit, bon, t'es gentil, il y a effectivement 2-3 trucs que je suis prêt à insérer pour toi parce que du coup, ça ne me dérange pas. Donc, je te renvoie toute la base de données, mais auparavant, j'aurais quand même inséré, modifié, supprimé tes modifications parce qu'effectivement, c'est faisable. Okay, donc, le gars a sauvé les 3 trucs qu'il a insérés, mais il se resynchronise complètement en récupérant toutes les données. OK. Ouais. Bon, là, c'est donc, en fait, c'est plus fonctionnel, quoi. Tu as 3 options, c'est Do Nothing, Reinitialize ou Reinitialize with Upload. Et ça, c'était quelque chose qui n'existait pas, par exemple, dans le Sync Framework, qui était quelque chose qui était demandé par la communauté, mais qui n'a jamais été implémenté. Mais par contre, qui existe dans SQL Server Merge Réplication, avec exactement les mêmes noms de méthodes. Ouais. C'est pour ça que moi, je l'ai implémenté, parce que connaissant les deux systèmes, j'ai vraiment récupéré les features des deux mondes qui me plaisaient, quoi. Okay. Moi, Après, il y a d'autres choses comme le download only qui permet de dire, ben voilà, la synchronisation n'est pas bidirectionnelle, elle se fait que dans un sens. Donc en fait, le client ne fait que récupérer les données serveurs et même s'il en envoie côté, il n'enverra jamais ses modifications locales parce que il fait ce qu'il veut, je m'en fous. Moi, je veux que du download only. Ou inversement, je veux que de l'upload. C'est-à-dire que le serveur, lui, on sait qu'il est en read only parce qu'il n'y a jamais de modifications qui sont faites dessus, hormis par les clients. Donc là, tu le positionnes en upload only, ça permet d'avoir 2-3 requêtes à moins à faire, donc d'alléger un peu la charge serveur, et il ne fait que récupérer les lignes clients et les mettre à jour. Il y a des trucs comme ça qui permettent il y a 2-3 options comme ça sympathiques qui sont demandées et qui, encore une fois, sont l'expérience que j'avais sur la réplication par fusion d'SQL Server qui avait ce genre d'options et qui n'étaient pas dispo dans le Sync Framework à l'époque. Et qui sont, mine de rien, des options qui sont très demandées. Il y a beaucoup de gens qui ont des tables en read-only et qui ne veulent absolument pas que les clients les touchent. Donc, ils mettent download only, comme ça, ils sont sûrs qu'il n'y a pas de modification qui soit faite sur le client, qui soit remontée vers le serveur. Ouais, c'est ça. Référentiel, ce genre de choses. Voilà. Donc, si tu veux, personne ne peut t'empêcher d'ouvrir une base de données SQLite et de modifier une donnée. Si jamais la synchronisation elle est bidirectionnelle, cette donnée modifiée, tu vas te la retrouver côté serveur. Et là, potentiellement, ça peut casser des choses pour X ou Y raison. Donc là, tu mets cette table-là, c'est du download only. Peu importe ce que tu vas faire localement, parce que je ne peux pas t'empêcher d'ouvrir une base de données SQLite à la main. Dans tous les cas, de toute façon, ça ne sera pas retourné côté serveur. Moi, j'ai une dernière question, c'est que un problème que j'ai déjà eu régulièrement quand je devais faire des transferts comme ça de données d'un cas à l'autre. Donc, qu'est-ce qui se passe chez toi? Prenez les cas des 2 téléphones, par exemple. Enfin, il y en a une série, mais on en prend 2. C'est une base de données, on va dire, de type SQL, donc avec une génération automatique d'identifiants, puisqu'on n'est pas obligé de travailler avec des Global Unique Identifiers. Donc, on a un incrément automatique. Donc, ça veut dire qu'il va créer une nouvelle personne, un nouveau client sur le téléphone 1. L'identifiant va être numéro 5. De l'autre côté, sur le téléphone 2, une autre personne va avoir le même identifiant numéro 5. Quand ces 2 données-là vont remonter jusqu'au serveur, tu vas avoir 2 personnes avec le même numéro. C'est un gros souci pour les entiers, effectivement, parce que là, tu as 2 nouvelles personnes qui ont l'identifiant 5 et le framework synchro, il va considérer que c'est la même personne. Il va faire un update au lieu de faire un nouvel insert. Et même s'il fait un insert côté serveur, il va se retrouver avec l'identifiant 6 qui ne sera pas le bon identifiant côté client. Donc là, on a un vrai problème de synchronisation pur et dur. Donc en fait, ce qui se passe, donc ça, c'est pas géré par le framework encore aujourd'hui. Je suis encore en train de me poser la question si ça peut être fait ou pas. Encore une fois, il faut que je me pose la question pour tous les providers. Si c'était que SQL Server, j'ai déjà la solution et je vais vous la donner. Mais comme j'ai du MySQL et du SQLite aujourd'hui, du MariaDB et potentiellement du Postgre demain, la question est plus compliquée. Donc aujourd'hui, ce n'est pas encore implémenté, mais tu peux le faire toi en tant que développeur. Donc la solution, c'est celle qui est déjà utilisée dans la réplication par fusion, SQL Server, et la réponse, elle est simple. Elle dit, tu vas faire ce qu'on appelle des tranches. C'est-à-dire que tu vas dire potentiellement, donc si tu as un entier ou un long, admettons, sur ton identifiant, tu peux dire, voilà, le serveur, lui, il commence à 10 millions, 1, et il va jusqu'à l'infini. Et tes clients, tu dis, toi, tu es le client 1 jusqu'au client 1000, tu vas de 1 à, je ne sais pas moi, 1 à 100 000. Le client 2, il va de 100 001 à 200 000.
T'as coupé ton son. T'as coupé ton son. Oui, voilà. Pardon. C'est mieux comme ça. Client Ouais. 1, je ne sais pas où je me suis arrêté, mais le client 1, il va de 1 à 100 000, le client 2 de 100 001 à 200 000, le client 3 de 200 001 à 300 000, etc. Donc, qu'est-ce qui te permet d'avoir des marges de 100 000 inserts pour une table, hein. On est bien d'accord. Hein, voilà. Donc, il faut insérer 100 000 lignes dans la plus grosse table avant d'arriver à la fin. Et quand tu arrives à la fin, à 10% de la fin, quand tu es pour le client numéro 1 qui va de 1 à 100 000, quand tu arrives à l'identifier en 90 000, tu réalloues une nouvelle plage qui est disponible, qui est donc 800 001 à 900 000. Tu réalloues ça automatiquement. Donc, quand il arrive à 100 000, il passera directement au prochain à 800 001. Et ça, c'est très facile à faire dans SQL Server parce que tu as des seed identity qui permettent de te dire, sur telle table, je reseed mon identité en passant de tel truc à tel truc. Et du coup, tu ne peux jamais avoir deux clients qui ont le même identifiant à insérer parce que forcément, tu as ces plages-là. Et SQL Server, lui, il le gère automatiquement. D'accord ? Moi, je ne le gère pas automatiquement, c'est à toi de le faire sur ta table si jamais tu as ce souci-là. Ouais, c'est ça. Dans ce cas-là, c'est parce qu'il y a peut-être un problème au niveau de l'application qui ne met pas de GUID, quoi. Parce que j'imagine qu'il y a des tables de liaison avec le même ID. Putain, c'est le bordel dans toute ta table, quoi. Enfin, au niveau de synchronisation, pas le bordel dans la table du smartphone home et dans le smartphone. Enfin, tu comprends. Faut revoir la base, quoi. Ouais, il faut revoir la base. Enfin, oui et non, parce qu'aujourd'hui, mettre des identifiants de type entier dans une base de données, c'est quelque chose qui est assez commun, quoi. C'est-à-dire, ça se fait partout. Aujourd'hui, oui, mais il y a 10 ans, je t'aurais dit que c'était même plus performant. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément vrai. Ça l'est dans une certaine mesure, mais c'est anecdotique, hein. C'est à la marge d'avoir des GUID plutôt que des entiers. Les ayatollahs de la base de données te diront qu'un GUID, c'est moins performant parce que ça fragmente ta base de données. Aujourd'hui, moi, je suis plus pragmatique en te disant que ce n'est pas grave parce que si tu as des pages qui sont correctement... on rentre un peu dans le moteur SQL, mais tu peux donner des tailles à tes pages et des marges de taille. On appelle ça les pages... je ne me rappelle plus. Tu peux dire qu'une page, elle ne se remplit pas à 100%, mais à 80%, ce qui fait que quand tu as des UID, ça te permet de ne pas fragmenter ta page. Bref. Et aujourd'hui, on n'a que des disques durs qui sont SSD, même sur les côtés serveurs, qui fait que du coup, tu as ton disque qui ne passe pas son temps à tourner sur un plateau, puisque ça n'existe plus et qu'aujourd'hui, on a des disques qui sont SSD, qui sont électroniques. Donc la différence, si tu veux, de performance entre un GUID et un entier, elle est anecdotique. La seule chose qui peut entrer en compte, c'est la taille de ton enregistrement sur ton disque. Ceci étant dit, tu as des gens qui te tiendront mordicus, qu'effectivement, pour du big data, pour des tables qui font plusieurs millions de lignes, un entier peut être légèrement plus performant. Okay ? Et ils auront raison en théorie. Donc, tu ne peux pas empêcher d'avoir des gens qui ont des entiers. Okay ? Et puis, même moi, quand je crée une base de données, si je ne pense pas à réplication ou fusion, parce que c'est quelque chose, tu vois, qui ne m'est pas encore venu à l'esprit, parce que c'est quelque chose qu'on verra dans une version future si un jour on y pense, parce qu'on a vu un super podcast qui parlait de synchro, et qui dit, ah tiens, ce serait une bonne idée de le mettre en place. Donc, tu ne peux pas empêcher que tu aies des gens qui aient des bases de données existantes qui ont des entiers. Ouais. Voilà. Donc, une des solutions, c'est effectivement de faire ce qu'on appelle des chunks, quoi, des plages administrées à chacune des clients. Mais il faut les maintenir parce que quand un gars arrive à la fin de sa plage, il faut pouvoir lui en réaffecter une nouvelle. Pour lui en réaffecter une nouvelle, il faut savoir l'ensemble des plages qui ont déjà été affectées, etc. etc. Voilà. Donc, j'ai fait des versions internes de mon framework qui le gère automatiquement, mais malheureusement, ça ne marche que pour SQL Server. Ouais. Et du coup, voilà. Ok. Et donc là, de façon très concrète, si on veut s'amuser avec, il faut faire quoi? Alors, faut aller où Tu vas sur GitHub. Donc, je ne sais pas si tu pourras partager les liens, Denis. Oui, tout à fait. Tu vas sur GitHub et donc c'est... tu peux même partager ton écran si tu veux montrer quelque chose. Je partage mon écran. Ok, ouais. alors choisis. J'ai mon écran. Comme ça, tout le monde le verra. Share content. On ne peut pas faire encore de copier-coller entre écrans. Et... C'est mon nom. Alors, c'est historique comme nom. Peu importe. C'est un nom que j'utilise beaucoup dans les jeux vidéo en général, puisque j'étais un grand fan de World of Warcraft avec David Catu à l'époque. On a joué pendant 15 ans ensemble. Et c'était le nom de mon perso. Voilà. Donc voilà, donc là c'est mon repo sur lequel tu as donc le projet donc, qui est open source et surtout tu as une documentation qui est ici. 4 lignes ou 5 lignes un peu plus bas. Tu ne l'as pas montré, voilà. mais effectivement. Et donc ici tu as toute la documentation, je vais te montrer le code Christophe.
Donc, si tu as toute la documentation qui donc permet de comprendre tout ce dont on a parlé, avec, comme tu le disais, les métadatas, les conflits, les filtres, les tables qui existent déjà, l'ASP.NET Core Proxy, si jamais tu as besoin de protéger derrière un web proxy, les types de synchronisation, les événements pour traquer la progression de la synchro, pour avoir un feedback utilisateur, etc. Tu as tout là. Et donc, les 5 lignes de code, si jamais ça t'intéresse, alors je vais te les zoomer. Elles sont là. Donc, comme je te disais, globalement, tu as besoin de ton serveur provider, qui est donc ton maître. Là, je suis sur du TCP, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de proxy, web API, etc. C'est vraiment le helloer. C'est quelque chose que tu vas très peu utiliser. C'est vraiment pour la personne qui travaille dans un intranet et qui a donc accès au serveur en direct. OK, donc tu as ton serveur SQL. Là, tu as ton serveur, tu as ta base de données client. Donc là, j'ai choisi SQLite, tu vois. Mais j'aurais pu remplacer par MySQL ou par SQL Server. Là, j'ai les tables que je veux synchroniser. Donc là, tu mets les tables que tu veux synchroniser. Là, je les ai toutes mises de ma base de données, mais tu pourras mettre qu'une ou deux, peu importe. Et après, tu crées ton agent qui prend en paramètre le client, le serveur et les tables. Et après, tu fais, donc évidemment, tout ça, c'est asynchrone. Tu fais un synchronize, et voilà. Et tu vois, ça a pris pour synchroniser, alors pour créer la base de données SQLite, créer le schéma, créer les tables de tracking, rajouter les triggers, récupérer les données, les insérer. Donc, tu vois, pour à peu près 3000 lignes, ça a pris 4 secondes. Voilà. Et après, tu n'as plus rien à faire. Tu vois. Si jamais, tu vois, dans le deuxième exemple ici, j'insère une donnée dans SQLite, je clique sur le bouton, et évidemment, eh bien là, il a vu la ligne à télécharger, il va la télécharger, ça se fait en 45 millisecondes. Ah, c'est ça. La vérification de toutes les tables, la vérification de toutes les lignes insérées, à supprimer, etc. Et l'envoi sur le serveur. Le serveur qui va analyser, qui dit, tiens, celle-là, il faut que je la mette à jour, elle est en conflit, elle n'est pas en conflit. Oui, non, ok, d'accord, pas de problème, j'applique. Transactionnellement parlant, je renvoie la réponse au client en disant, c'est bon, ça c'est fait. Ça a pris 45 millisecondes. Mmh. Encore une fois, sur une connexion TCP, hein, sur du local. Ouais, mais c'est Voilà, des cas donc qui là, vous avez arriver. donc la documentation. Tu as le lien depuis le GitHub, sinon c'est .NETSync readthedoc.io, qui est un superbe outil pour écrire des documentations et qui est gratuit. C'est marrant parce que j'étais justement en train de regarder readthedoc.org. C'est très très bien. Et donc, je suppose pour tout ce qui est, enfin, pas support, mais si on a des questions, etc., c'est sur GitHub. Ouais, j'ai des issues, donc tu vois, je suis très réactif sur les issues. Donc il n'y en a pas beaucoup, mais tu vois, j'en ai à peu près, tu vois, 270 de clauses qui sont celles de l'année dernière, enfin de cette année en cours, quoi. Je crois que c'est ce qu'ils donnent. Bon, moi, je ne sais plus. Et tu vois, la dernière question que j'ai, par exemple, tu vois, j'ai un gars qui me dit, tiens, j'aimerais pouvoir mapper des colonnes entre mon serveur et mon client. C'est-à-dire qu'il a une base de données client, mais le nom des colonnes n'est pas le même par rapport au serveur. Donc aujourd'hui, ce n'est pas possible, mais tu vois, c'est une idée qui est pertinente. Donc on réfléchit. Voilà. Et là, j'ai un gars juste en dessous qui a un timeout, parce que du coup, son serveur, il met trop de temps à générer le batch à envoyer côté client. Donc du coup, ça requête par un timeout. Donc il y a ce qu'on appelle les snapshots qui permettent de pré-calculer les données à envoyer, que tu stockes localement, qui permettent de ne pas avoir ce genre de soucis-là. Bref, je pourrais en parler toute la journée. Ouais, non, mais on voit, mais c'est très bien. Mais on va peut-être quand même arriver à la fin de l'épisode. Donc, je ne sais pas si... Je pense qu'on a déjà vu pas mal de choses et qu'on a été bien dans toute une série de détails aussi. Donc, je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions, Christophe, Richard, ou Non. si Sébastien, toi, tu as quelque chose que tu voulais rajouter? Bah écoute, non, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité pour parler de mon framework, parce que tu vois, ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Donc, tu vois, ce n'est pas quelque chose que je mets en avant en général. Tu vois, même dans les confs, j'ai rarement fait une conf sur ce sujet-là, parce que comme c'est un projet perso... Mais je pense, je me pose la question si je ne vais pas commencer à soumettre des talks sur ce framework-là en particulier pour présenter .NET Standard. Parce que je trouve que c'est sympa. Donc voilà, un Rex. J'ai toujours hésité à le faire. Je l'ai fait une fois chez vous d'ailleurs. J'en avais parlé pendant 20 minutes pendant le bon, la brute et le truand, pour ceux qui se rappellent. Et j'avais eu plein de questions d'ailleurs. Donc voilà, je vais peut-être commencer à soumettre des talks dessus. Je ne sais pas, on verra. Ce qui peut avoir un intérêt pour différentes sociétés, effectivement. Et puis voilà, écoute, tout ça reste encore un side project. Donc du coup, ça prend du temps et j'essaye d'y allouer le temps que je peux. Donc, des fois, ça prend un peu plus de temps à résoudre les problèmes. Mais bon, voilà, on avance. On avance petit à petit. Ce qui serait sympa, c'est qu'il soit intégré dans le .NET Foundation. Ah oui, c'est une bonne idée, ça. Ouais, effectivement, ça peut être pas mal.
parce que ça donne plus de lisibilité et puis ça apporte plus de crédit aussi au projet en lui-même, quoi. Ouais, j'y avais jamais pensé. C'est une bonne idée. Moi, je prends que 10%. Moi, Vu que c'est gratuit open source, tu prends pas grand-chose. J'aurais essayé. 10% de rien, je te les donne sans problème. Ok, ben, comme je disais, je pense qu'on arrive ainsi tout doucement au bout de cet épisode. Peut-être juste une petite remarque avant de nous quitter. Je rappelle que tous les mercredis, n'hésitez pas, venez nous rejoindre avec Richard principalement qui s'occupe de coordonner tout ça. On a mis en place des meet-up pour DevApps. Donc c'est gratuit, c'est sympa. Il suffit de s'inscrire sur devaps.ms/meetup et vous venez nous discuter avec nous sur le chat éventuellement ou simplement nous écouter ou participer. Il suffit d'ouvrir le micro quand vous avez quelque chose à dire et chacun est libre de pouvoir parler ou de présenter un sujet. Donc, n'hésitez pas là-dessus. Et donc, pour finir vraiment complètement, si vous appréciez le podcast, venez également nous soutenir sur tipeee.com/devaps. Et donc, c'est ce qu'ont déjà fait depuis quelques mois maintenant Stéphane, Damien, Frédéric, Adrien et Mickaël. Merci à eux. Et simplement un commentaire en bas de page du podcast ou de la vidéo sur YouTube. Donc, ça nous fait toujours plaisir aussi. Et si vous avez des questions, on peut ainsi les relayer aujourd'hui à Sébastien qui pourra et qui n'hésitera pas, je suppose, à pouvoir vous répondre. Un tout grand merci en tout cas à vous tous. Un grand merci à toi, Sébastien, d'être venu nous expliquer ce framework-là. Je pense en tout cas personnellement. Merci de m'avoir invité. C'était super sympa de vous revoir. Ça manque de ne pas vous voir en vrai, hein, mais bon, ainsi va la vie. Oui, voilà, ça c'est vrai. Mais bon, voilà, comme tu dis. Et donc, viens le mercredi prochain. On te donnera un petit bout de parole aussi et tu pourras aussi venir discuter avec nous sur les meet-up DevApps. Avec plaisir. À bientôt en tout cas. Merci bien. Au mois prochain. Salut. Ciao. Salut, ciao tout le monde.